Quand l'homme a domestiqué le feu, ou quand le feu a domestiqué l'homme, on ne sait pas trop, ça nous a permis de nous nourrir plus facilement, de nous chauffer, de nous protéger, de nous éclairer la nuit. Le savoir, c'est du pouvoir. Et qu'est-ce que c'est que le savoir? Et comment on l'obtient? Bien, je dirais qu'il y a deux manières. Il y a la manière intérieure, via la contemplation, via le silence mental, et la manière extérieure, en étudiant le monde, en réfléchissant dessus. Après, ce qu'on fait de ce savoir, c'est encore une autre question que je ne vais pas traiter ici. Mais ce que je vous propose, moi j'ai appelé ça de manière un peu pompeuse, la pensée profonde, c'est de découvrir comment construire du savoir, et du savoir utile dans la vie de tous les jours. Évidemment, les scientifiques, c'est un peu leur boulot, et une manière d'acquérir du savoir, c'est simplement d'aller lire la littérature scientifique. Mais là, moi, ce que je vous propose, c'est plus quelque chose qui peut nous amener vers de la sagesse. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de pensée profonde? En fait, au départ, je voulais faire une vidéo sur le pouvoir de la pensée première. Et j'étais parti sur quelques exemples. Le problème, c'est qu'en fait, j'utilise plusieurs modes de pensée qui se complètent les uns les autres, et je trouve que c'est un peu dommage de les isoler. Donc ce que je vous propose, c'est de vous expliquer succinctement ces manières différentes de penser, et ensuite je vous donne des exemples concrets. Je pense que c'est plus facile à aborder que de faire des grandes théories qui existent, et qu'on peut développer de manière très approfondie. Mais pour une première approche, je trouve que la pratique, c'est encore mieux. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Donc grosso modo, il y a trois familles de modes de pensée différents. L'approche fondamentale, qui va servir à découvrir de nouveaux savoirs. Donc c'est là où on va retrouver la pensée par les principes premiers, mais aussi l'esprit critique et d'autres. Et finalement, l'outil principal qu'on utilise dans cette famille-là, c'est l'analyse. Ensuite, il y a ce que je vais appeler les pensées systémiques, qui servent à comprendre. C'est-à-dire que, bon, d'accord, on a découvert des nouvelles connaissances, mais après, il faut les organiser, les mettre en relation les unes les autres, les assimiler. Et ça, la pensée systémique, c'est ce qui fonctionne le mieux à ma connaissance. Et là, on va utiliser beaucoup, j'ai envie de dire la science, mais c'est plutôt un art, l'art des analogies. Je ne vais pas développer ici comment on s'y prend, mais ça fait partie intégrante de la pensée systémique, de savoir comment utiliser les analogies, entre autres. Et enfin, j'appelle les modes de pensée contextuels qui servent à appliquer ces connaissances. Savoir dans quel contexte elles s'appliquent et comment elles s'adaptent. Et donc là, cette fois-ci, ce sont des pensées adaptatives. Voilà, donc cette vidéo, fait partie d'une série que je suis en train de développer. Elle fait suite à ma vidéo sur que valent les IA qui raisonnent, où est-ce qu'elles en sont, qu'est-ce qu'il leur reste à accomplir encore dans ce domaine. J'avais montré que, bon, déjà, leur raisonnement n'était pas forcément ultra fiable, mais en plus, en tout cas pour l'instant, ne savait pas remonter au principe premier. Donc là, on va continuer et embrayer sur les différents modes de pensée. Qu'est-ce que c'est? Comment ça s'utilise? À quoi ça sert? Et ensuite, je vous ferai une vidéo sur la polymathie à l'ère digitale, puisque c'est l'ère dans laquelle nous sommes. Et je vais relier tout ça aussi à la thématique spiritualité versus science, notamment en développant la question médicale. Et c'est ce que je vais faire aussi aujourd'hui. Enfin, en tout cas, je vais ébaucher quelque chose qui va me permettre ensuite d'aborder la question médicale à l'aide de la pensée profonde. Alors voilà, c'est parti. Donc finalement, pour faire simple, tout ça c'est un peu théorique, mais si on se concentre sur la pratique, en fait, ça revient à quelque chose d'assez bête quelque part, ça revient à se poser les bonnes questions. Pour la pensée analytique, on va se poser la question du pourquoi. Qu'est-ce qui fait que tel effet se produit? Pourquoi il se produit? En gros, pourquoi les points qu'on voit dans le ciel, les étoiles, bougent de cette manière et pas d'une autre manière. Donc au début, les premières théories qui ont été élaborées, c'était que le cercle était la perfection, que le ciel était une manifestation de cette perfection et que donc les astres devaient bouger selon des cercles. C'était grosso modo ce que faisaient la plupart des étoiles dans le ciel, des astres. Sauf que certains ne correspondaient pas. Par exemple, Mars ou Vénus, je ne sais plus trop, par moment avaient un mouvement rétrograde. Ils avançaient dans une direction, puis ils se mettaient à reculer, puis ils reprenaient la même direction. Et ça, c'était très difficile à expliquer avec la théorie des cercles. Donc bon, voilà, ça a mis plusieurs siècles. Et petit à petit, en découvrant un principe puis l'autre, et puis en observant une pomme qui n'a strictement rien à voir, en observant une pomme tombée, ce qui n'a strictement rien à voir avec le mouvement des astres dans le ciel a priori, eh bien, on a fini par se dire « Ah, mais en fait, c'est le même pourquoi, c'est la force gravitationnelle qui dirige le mouvement de la pomme et des astres. » Et on arrive à expliquer avec un principe unique, donc un principe premier, le mouvement des astres dans le ciel, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Et on découvre au passage que non, ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil.
Évidemment, ce mode de pensée est très puissant, puisque vous voyez bien que grâce à ça, ça nous a permis de découvrir des tonnes de choses, comment maîtriser l'électricité, comment maîtriser l'énergie atomique, etc., etc. Sauf que ce mode de pensée a des limites. Par exemple, il n'est pas du tout adapté à la biologie ou à l'économie, parce que ce sont des systèmes. Donc là, on aborde notre manière de penser, notre mode de pensée, qui est adapté à l'étude des choses qui sont interconnectées entre elles, où là, la bonne question à se poser, c'est si je fais ceci, qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Dans l'économie, par exemple, je monte les taux d'intérêt, quelle est la réaction derrière? J'augmente l'imposition, quelle est la réaction derrière? Je baisse les prix de vente de mon produit en tant qu'entreprise, quelle est la réaction du marché et des clients derrière, etc., etc. Et là, on voit que tout est lié. Et souvent, en fait, il y a ce qu'on appelle des boucles de rétroaction. J'enclenche une action qui provoque une réaction, puis une autre réaction, puis une autre réaction qui revient à moi, qui déclenche encore une autre réaction, etc., etc. Et ça, les boucles de rétroaction sont impossibles à étudier avec le premier mode de pensée. Donc il faut d'autres outils, et c'est ce qu'on développe dans la systémique. Et la question donc à se poser, c'est qu'est-ce qui vient ensuite? Mais ce mode de pensée aussi a encore ses propres limites. C'est que une même action peut avoir des réactions différentes en fonction du contexte. Et donc c'est une autre chose qu'il faut étudier avec d'autres outils, d'autres modes de pensée, une pensée adaptative. Et là on va répondre cette fois-ci au comment. Je veux tel effet, comment je fais dans tel contexte. Voilà, maintenant je vais vous donner quelques exemples. Et pour se souvenir en fait de bonnes questions à se poser, c'est assez simple, c'est le pourquoi du comment de la suite. Voilà. Vous vous demandez pourquoi, quand vous voulez analyser quelque chose, quand vous voulez comprendre le système, il faut se demander quelle est la suite d'une action. Et le comment, c'est comment on applique dans telle ou telle situation. Le pourquoi du comment de la suite. S'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est ça. Et pour que ça soit concret, je vais donner quelques exemples donc, de la première situation. La pensée par les principes premiers, l'analyse, le pourquoi. Donc là, ici, on a Elon Musk. C'est Elon Musk, et écoutez bien ce qu'il dit. And then I think it's also important to reason from first principles rather than by analogy. Donc là, il dit c'est important de savoir raisonner par les principes premiers plutôt que l'analogie. Donc il oppose lui aussi les deux. Et là, il va expliquer ce que c'est le raisonnement par les principes premiers. Right, first principles is kind of a physics way of looking at the world. And what that really means is you kind of boil things down to the most fundamental truths and say, okay, what are we sure is true or as sure as possible is true? Donc est-ce qu'on est sûr qu'il soit vrai? And then reason up from there. That takes a lot more mental energy. Give me an example of that. Like, what's one thing that you've done that on that you feel has worked for you? Voilà, c'est là où ça va devenir très intéressant. Il donne un exemple concret. Sure. So somebody could say, in fact people do, that battery packs are really expensive and that's just the way they'll always be. Là, il dit que les batteries, c'est très cher et que ça a toujours été comme ça et que ça sera toujours comme ça. Because that's the way they've been in the past. You're like, well, no, that's pretty dumb, you know, because if Non, en fait, c'est assez stupide. if you applied that reasoning to anything new, then you wouldn't be able to ever get to that new thing. Right. Et là, il dit, c'est une fausse évidence parce que sinon, on ne pourrait jamais rien faire de nouveau puisque si les batteries sont chères parce qu'elles ont toujours été chères, si on applique ça à d'autres domaines, ça ne veut rien dire. Dans ce cas, on ne ferait pas de pipeline parce que on n'en a jamais fait. Ou on continuerait à se balader en charrette parce que c'est comme ça qu'on fait. Donc pour casser ces cycles-là, il faut remonter au principe premier. Et là, il va expliquer comment il fait. You know, it's like you can't say, oh, you know, horses. Nobody wants a car because horses are great and we're used to them and they can eat grass. And there's lots of grass all over the place and you know, there's no gasoline that people can buy, so people are never going to get cars. Right. People did say that. You know? Voilà, il prend l'exemple justement des chevaux et des voitures. Au départ, quand on construit la première voiture, il n'y a pas de station-service. Et par contre, il y a de l'herbe partout pour les chevaux. And for batteries, they would say, oh, it's going to cost, you know, historically it's cost $600 per kilowatt hour. And so, donc là, il parle des batteries. Il dit le prix des batteries, c'est $600 par, je ne sais pas si 10 kilos ou par kilowatt, quelque chose comme ça. It's not going to be much better than that in the future. And you say, no, okay, well, what are the batteries made of? So first principles would be to say, okay, what are the material constituents of the batteries? What is... Et donc là, c'est fondamental, c'est qu'il dit, bon, ok, alors d'accord, mais les batteries, elles sont constituées de quoi? Elles sont constituées de métaux, de lithium, etc., etc. Et il dit, regardons le prix de ça sur le marché, combien ça coûte? Spot market value of the material constituents. So you can say, okay, it's got cobalt, nickel, aluminum, carbon,
and some polymers for separation, and a seal can. So break that down on a material basis and say, okay, what if we bought that in the London Metal Exchange, what would each of those things cost? Like, oh, geez, it's like $80 per kilowatt hour. Donc si on regarde les prix, on se rend compte que les matières premières pour constituer ces batteries, c'est $80 et pas 600. Donc bien sûr, il faut rajouter les coûts de fabrication, mais ça laisse beaucoup de marge. Et là, en fait... So clearly, you just need to think of clever ways to take those materials and combine them into the shape of a battery cell. Il dit, si on trouve un moyen de les combiner comme il faut sans que ça coûte autant, voilà ce qu'il a fait avec ça, avec cette simple idée. Il a construit Tesla derrière, et il a construit SpaceX en appliquant le même raisonnement, c'est-à-dire, je regarde de quoi j'ai besoin pour construire une fusée, comment je peux faire pour réduire les coûts et écraser la concurrence. Voilà la puissance de la pensée par les principes premiers. Donc il y a un des éléments de ce que j'appelle la pensée profonde. Maintenant, on va en voir d'autres. La pensée systémique. Une famille, c'est un système. Quand vous initiez une action, ça a des répercussions sur les autres qui ont des répercussions sur vous. En fait, on vit en permanence au sein de systèmes. Tout le temps, partout. Donc comprendre comment ça fonctionne, en fait, ça vous donne des clés pour mieux vous adapter et pour mieux tirer parti des situations, ou pour mieux les maîtriser ou les contrôler. Un jardin, c'est un système. Un système qui interagit avec d'autres systèmes, avec l'environnement autour, mais c'est un système en soi. Et la permaculture, par exemple, ça consiste à appliquer la pensée systémique au jardin. C'est de se dire, tiens, je mets telle plante, est-ce qu'elle est compatible avec telle autre plante? Est-ce qu'elles se font la guerre dessous à travers leurs racines, ou bien est-ce qu'elles coopèrent? Est-ce que cette plante va amener tel insecte ou tel parasite, ou bien est-ce qu'elle va défendre, repousser et protéger les autres plantes? Est-ce que l'ombre de l'arbre peut servir à certaines plantes et en gêner d'autres? C'est ça la pensée systémique, et là appliquée au potager. Autre cas, nous, nous-mêmes, nous sommes un système, notre corps est un système. Un système d'organes, mais pas uniquement. Nous sommes aussi un système de tout un ensemble de microbes avec lesquels nous cohabitons, qui forment notre flore commensale, qui tapissent toutes les parois extérieures et intérieures, notre peau, nos muqueuses, qui nous aident à digérer, qui nous protègent. Et parfois, si elle n'est pas à sa place, cette flore, elle peut aussi nous attaquer. Mais grosso modo, la pensée systémique est parfaitement adaptée à la question de la santé, en fait. Et à l'inverse, la pensée mécanique, la pensée analytique, le premier mode de pensée, ne fonctionne pas bien. Ça nous donne en partie la médecine actuelle qui considère le corps humain comme une machine à réparer où on envoie des produits chimiques pour corriger là où il en manque. Sans réfléchir à « ah oui d'accord, mais ça va avoir des répercussions ailleurs, sur l'ensemble du système. Peut-être que ça va améliorer un endroit, mais peut-être que ça va détériorer un autre endroit. » Et c'est pour ça, selon moi en tout cas, que le système de santé actuel ne fonctionne pas de manière optimale, et qu'il est loin, loin de cet optimum. Donc ça, j'en reparlerai dans des vidéos ultérieures, puisque une des thématiques de la chaîne, c'est la longévité, et c'est absolument fondamental de comprendre la pensée systémique et contextuelle pour les questions de la santé. Et maintenant, je vais prendre des exemples de la vie courante, on pourrait y passer des heures et des heures, mais pour vous montrer un peu l'application de la pensée profonde sur des choses banales. Quelles sont les questions qu'on peut bien se poser autour de cette simple pizza? D'abord, on peut la manger sans trop se poser de questions, il n'y a pas de souci avec ça. Mais on peut se demander de quoi elle est composée. Quels sont ces macronutriments? Quels sont ces micronutriments? Donc là, on est plutôt dans la pensée du premier ordre, la pensée par les principes premiers, pardon. On décompose pour analyser. Et si j'allais plus loin, on pourrait carrément se poser la question de manière plus générale. Quels sont les macronutriments dont on a besoin, les micronutriments, mais aussi les prébiotiques, les probiotiques, les antrinutriments, les antibiotiques, voilà, toutes les classes de substances qu'on peut avaler, dont la pizza fait partie. Et toujours dans la pensée de premier ordre, on pourrait aussi se demander comment c'est préparé. Quels sont les instruments qui sont utilisés? Comment faire la cuisson de la pizza? Comment faire une bonne cuisson? Quels sont les différents types de cuisson possibles? Comment on prépare la pâte? On peut se demander chaque ingrédient. Le blé, d'où il vient, comment il a été récolté, préparé, tout le système qu'il y a derrière, tout le système agricole. On peut se poser des questions sur le lait, les vaches, les tracteurs, l'agriculture, la tomate, la sauce tomate, comment elle est préparée, quels sont tous les petits ingrédients qu'il y a dedans, et comment ils ont été choisis pour que ça aboutisse à un goût que nous apprécions. Est-ce qu'il y a différents types de pizzas?
Oui, il y a les pizzas industrielles, les pizzas artisanales, mais il y a peut-être aussi des écoles pour fabriquer les pizzas. Bon, j'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tonnes de questions qu'on peut se poser. Là, grosso modo, je suis resté plus ou moins dans la pensée analytique. Maintenant, je vais basculer plutôt, alors les modes de pensée parfois s'interpénètrent, mais je vais penser plutôt sur la pensée analogique, systémique. Donc la pizza fait partie d'un système culturel. Elle vient de l'Italie. On peut se demander comment la pizza est apparue en Italie. Pourquoi? Quelle est la recette traditionnelle? Est-ce qu'elle a évolué au fil du temps? Comment la pizza est devenue un succès mondial? Pourquoi la pizza plutôt que... je sais pas, je connais pas trop la culture italienne, mais la salade mozzarella ou j'en sais rien. Enfin bref, comment ça se fait que la pizza a rencontré un tel succès? On peut se poser toutes ces questions. C'est fascinant et hyper intéressant d'avoir les réponses et de comprendre. Mais on peut aussi élargir le spectre et se poser toutes sortes de questions sur la nourriture. La nourriture peut provoquer des addictions. On peut choisir des régimes alimentaires. Il y a aussi tous les aspects sanitaires. Comment on fait pour que tous ces ingrédients ne rendent pas les gens malades, notamment le lait par exemple. Il faut le conserver. On va le pasteuriser ou autre. Toute la chaîne du froid pour le transporter. On peut se poser aussi la question des diètes ou des jeûnes. On peut aussi se poser des questions éthiques sur la pizza. Là, celle-ci, c'est une pizza végétarienne. Donc, elle n'est pas végane, puisqu'il y a des produits laitiers. Donc, on utilise des produits issus de l'exploitation des animaux. Donc, il y a des questions éthiques qui se posent derrière. Mais si c'était une pizza au chorizo, on pourrait aussi se poser la question du fait de manger de la viande, de la chair animale. Et on pourrait inverser la question. On pourrait se dire aussi, nous aussi, peut-être, à une époque, on se faisait manger par des lions. On peut aller très très loin dans toutes les questions qu'on peut se poser de proche en proche. Donc là, j'essaie de rester centré sur la pizza, mais vous avez bien compris que, en fait, on peut s'en éloigner très vite si on a envie. Il y a aussi l'aspect malbouffe. Peut-être que la pizza participe de ces plats faciles et rapides et préparés à l'avance qui font que les gens se nourrissent moins bien. Puis, il y a aussi les aspects métacognitifs. Qu'est-ce qui se passe en nous quand on mange une pizza? Est-ce qu'après, on a les pensées plus claires? Est-ce qu'on est rassasié et repu? Ou bien, est-ce que, à l'inverse, la torpeur que va induire la pizza, bon, ça dépend aussi comment on la mange et la quantité qu'on mange, mais est-ce que ça va éteindre nos pensées? Et il y a aussi l'aspect qui précède l'acte de consommer la pizza. On peut observer tout ça. Le moment de la première bouchée. Qu'est-ce qu'on ressent? À quel moment on ressent la satiété? Voire même les satiétés. Il y a plusieurs niveaux de satiété. Vous voyez, il y a des tonnes et des tonnes de questions à se poser, de connaissances à acquérir, juste autour d'une pizza. Et aujourd'hui, on a des outils pour ça. On a Internet, on a les IA. Donc si on le souhaite, on a accès à un réservoir de connaissances infini, mais on peut aussi participer nous-mêmes à la création de nouvelles connaissances ou la diffusion de connaissances, ce qui n'est pas une moindre chose de nos jours. Voilà, c'est ça que j'appelle la pensée profonde. Ne pas se contenter de la pensée réflexe ou de la non-pensée. Je vais donner un autre exemple. Celui-ci, celui de la nourriture, bon, tout le monde connaît. Là maintenant, je vais parler des arts martiaux, parce que c'est un domaine que je connais bien, que je suis instructeur. Et c'est un domaine que j'aime énormément. Donc en première approche, les arts martiaux, on peut se dire, voilà, c'est juste du combat, j'essaie de donner des coups et de ne pas en prendre, j'utilise ma force et ma rapidité et mon endurance pour gagner. Et si on utilise les principes premiers, on va apprendre les mouvements des arts martiaux, les mouvements de base. Ensuite, on va passer à des techniques plus élaborées qui sont des enchaînements de mouvements. Puis, on va remonter aux principes qui sont derrière ces techniques. Donc, on examine les points communs entre différentes techniques, les principes physiques et biomécaniques qui sont derrière. Et si on remonte encore plus loin, on peut aller jusqu'à la philosophie des arts martiaux ou des sports de combat, les disciplines qui sont derrière, les codes moraux qui sont derrière. Donc on peut analyser tout ça. Mais si on regarde ça d'un point de vue plus systémique, on va se rendre compte qu'en dehors du combat, il y a plein d'aspects qui sont liés. Pour être un athlète de haut niveau comme ces gens-là, il faut manger, dormir et s'entraîner correctement. C'est pas juste le moment du combat qui compte. On se rend compte aussi qu'il y a plusieurs disciplines qui se combinent les unes les autres, qui forment des écosystèmes. On peut aussi s'interroger sur les différents types de formes de combat, c'est-à-dire la self-défense, les sports de combat, les arts martiaux. Donc là, on est un peu dans la contextualité, c'est-à-dire que le même art du combat va s'appliquer différemment en fonction du contexte. Si on est dans la rue, si on est dans une démarche plutôt de développement personnel, dans le cas des arts martiaux, ou si on est dans une démarche plutôt sportive, avec des compétitions, ce ne sont pas les mêmes contextes. On peut aussi creuser l'histoire des arts martiaux. Pourquoi tel art martial propose telle posture ou telle technique? Souvent, on se rend compte que c'est lié à un contexte historique. Les karatékas ont telle posture parce que, historiquement, leur art martial a été développé dans un certain contexte. Je ne sais plus si c'est le cas des karatés, mais par exemple, certains arts martiaux ont été développés dans un contexte où il y avait, où
où le sol était du sable. Donc il faut des postures adaptées. Et les ninjas ont développé des techniques issues de celles des samouraïs, mais avec des objets du quotidien pour les transformer en armes. La capoeira a été développée comme une forme de danse martiale parce que le gouvernement avait interdit les combats à leur population, etc., etc. Mais on peut aller bien plus loin. Derrière les arts martiaux, il y a toute une philosophie de la vie qui peut être développée, une discipline, mais aussi un rapport à la conflictualité, une manière d'aborder les rapports de force, et même un rapport à la mort, et donc à la vie. On peut étendre les arts martiaux aux arts de la guerre. Évidemment, les deux sont liés. On peut passer des arts martiaux à main nue aux arts martiaux avec armes blanches, et ensuite à la guerre avec des armes de toutes sortes et des armes à feu notamment. Il y a des liens entre tous ces domaines, et des questions à se poser, et des connaissances à découvrir, à développer, à diffuser. On peut aussi rapprocher les arts martiaux du combat chez les animaux. Comment eux, ils s'y prennent, les armes qu'ils ont développées, les armes naturelles qu'ils ont développées, observer les techniques instinctives qu'ils utilisent. Et là, ça débouche sur tout un domaine qui fait partie de l'éthologie, où on peut étudier de nombreuses choses autour des animaux et des arts martiaux. Je me rappelle John Danaher, qui est l'entraîneur de Georges Saint-Pierre, ce monsieur-là, qui est dans ce combat-là est assez ensanglanté. C'est le combat qui l'a fait rentrer dans la légende. Il est considéré comme le plus grand combattant de tous les temps, par beaucoup en tout cas. Et bref, John Danaher a expliqué dans une interview où on lui demandait entre le gorille, le lion, l'ours et l'humain, si on les mettait dans une arène, sans armes évidemment, hein, qui était le plus fort. Et donc il disait, sans l'ombre d'un doute, le plus faible c'est l'humain, il se fait écraser par tous les autres. Même quelqu'un de surentraîné dans les arts martiaux n'a strictement aucune chance. Et le plus fort c'était le lion, parce que le lion, dans son écosystème, est tout le temps en train de se battre contre d'autres lions, contre d'autres prédateurs. Alors que l'ours, lui, évite beaucoup, même s'il est très fort, le combat, donc il n'est pas très aguerri. Et le gorille, même s'il est extrêmement fort, n'a pas les armes que les autres ont. Donc voilà, il y a plein de choses passionnantes à creuser dans tous les sens autour des arts martiaux. Et c'est ça la pensée profonde. Ce n'est pas se contenter d'observer deux gars en train de se foutre sur la gueule et de se dire « bon, c'est des brutes, voilà, ok, ils se font mal ». Ouais, on peut rester à ce niveau-là, mais on peut aussi creuser tous les domaines. Je vous ai montré sur deux choses qui, a priori, ne sont pas réputées pour être stimulant du point de vue intellectuel. On ne mange pas une pizza pour se stimuler intellectuellement. On ne regarde pas un combat, en principe, pour se stimuler intellectuellement. Donc, j'ai pris des exemples contraires pour vous montrer que la pensée profonde peut nous amener très loin, découvrir beaucoup de choses. Et en l'occurrence, en ce qui me concerne, les arts martiaux que je pratique sur les tatamis, pour moi, s'appliquent dans la vie de tous les jours. Les principes des arts martiaux, j'entends. Et ça ne veut pas dire que l'idée, c'est de taper plus fort que les autres. C'est pas du tout ça. Ce qu'on apprend dans les arts martiaux, c'est à respirer, à ne pas être débordé par une situation, à garder sa vigilance. On apprend aussi où sont ses propres limites. On apprend la discipline, etc., etc. Finalement, le combat n'est qu'un support à la fin, n'est qu'un prétexte. Et donc cette vidéo va me servir pour parler du système de santé, mais aussi pour parler des limites des IA, et pour parler aussi de l'adolescence technologique et des problèmes de la modernité. En fait, tout ça, c'est relié. Pour moi, c'est un seul sujet, hein. C'est pas du tout séparé. Et là, en l'occurrence, il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, c'est un sujet extrêmement vaste, mais par exemple, la pensée profonde, c'est, vous allez voir le médecin, vous êtes malade, vous avez je ne sais trop quels symptômes, il vous donne un médicament. La pensée profonde consiste à faire l'exercice que je viens de vous proposer sur le médicament, à se poser des vraies questions, et en l'occurrence, des questions aussi pragmatiques, pas juste des questions théoriques pour savoir, oui, comment le médicament a été fabriqué, etc. Mais dans le cas de la médecine, en fait, on doit appliquer, utiliser la pensée profonde, l'analyse, l'analogie, l'adaptation, pour guérir au mieux. Donc c'est ça que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant qu'elle sortira, parce que l'algorithme de YouTube fait en sorte que, même si vous êtes, mettez la cloche, parce que sinon l'algorithme de YouTube ne vous préviendra pas. Et si ça vous a plu, encouragez-moi avec un petit pouce bleu, et laissez un commentaire pour aider au référencement.